C'est ça qui est merveilleux en fait, c'est que la vie d'autres gens, leurs pensées, leur façon de voir la vie, la mort, vit en nous. C'est pour ça que c'est magique la littérature. C'est un truc, genre je pense qu'on n'a pas inventé un support qui est aussi parfait en fait. Toi, on n'a pas besoin d'électricité, on peut le transporter partout, et surtout ça reste pour toujours. Nos petits-enfants n'auront pas TikTok et Instagram, mais il y aura toujours des livres. Le roman de Thomas Simon Sadier, Les Derniers, explore l'humanité au-delà d'un récit post-apocalyptique. Sur une terre dévastée par le grand changement, un grand-père et son petit-fils arpentent les ruines des bibliothèques, en quête de livres à préserver. Ils enseignent la lecture à des âmes perdues, croyant que chaque mot ravive l'espoir. Ils découvrent que les livres sont des phares dans ce monde ravagé. Mais sont-ils les derniers? L'influence des Beatles, c'est juste incroyable. On s'en rend pas compte comme ça, mais tout ce qu'on fait aujourd'hui en musique découle des Beatles. Je vois un peu les livres de développement personnel comme des bibles qu'auraient pas trouvé des croyants. Okay. Je trouve qu'on essaye trop de dire « Ah, j'ai la solution à tous tes problèmes dans un livre de 300 pages », ce qui n'est pas le cas. Comme s'il fallait trouver la pièce de puzzle qui va régler tous nos problèmes. J'y crois pas. Alors, bonjour et bienvenue sur 4e de couverture. Je suis avec Thomas Simon Sadier. Exactement. Correct? Parfait. Donc, aujourd'hui, Thomas vient nous présenter Les Derniers. 3 points de suspension et un point d'interrogation très important. Alors, Thomas, il est musicologue, docteur en musicologie, poète, chanteur, écrivain. Thomas, première question pour vous. Oui. Ce livre, il est dédié ou dédicacé, peu importe, à votre grand-père. Oui. Pourquoi? Parce que mon grand-père est mort il y a pas très longtemps quand j'étais au Québec et je lui ai dédié. Parce que j'aimais beaucoup mon grand-père, je l'aime toujours beaucoup. Et voilà, comme c'est un livre qui se passe et le personnage principal c'est un grand-père un peu étrange comme était le mien, je lui ai dédié. Parfait. C'est lui qui a inspiré le personnage Non, ou c'est pas le du personnage qui vous fait penser à votre père ou vous l'avez? Ni l'un ni l'autre. Ok. Bon. Et pourquoi ce sujet-là, post-apocalyptique? Alors c'est le décor qui est post-apocalyptique, Ouais. L'histoire vraiment c'est les livres en fait. Oui. Ils cherchent à sauver les derniers livres qui restent et pourquoi ils cherchent à sauver les livres. C'est ça vraiment l'histoire en elle-même, le fond c'est juste un décor, juste un décorum pour les livres qui sont le sujet principal du livre. Oui, C'est mais bizarre de pourquoi? dire ça, les livres qui sont- Ouais, c'est beau. Mais pourquoi cet environnement-là où l'important c'est d'abord se nourrir Ouais, et puis éviter de... Parce qu'il y a beaucoup de monde qui, dans ce contexte-là, se transforme un peu en animal, on va dire. Ouais. Les besoins, les priorités, tout change. bah oui. Pourquoi les livres? Pourquoi pas la musique, par exemple? Bah, Puisque vous êtes musicien. Bah oui, pourquoi pas la musique? Parce que la musique aujourd'hui est dépendante de l'électricité. Hmm. Donc c'était difficile de retrouver un moyen d'écouter des disques par exemple. Et les livres, c'est quand même un des arts les plus importants de l'humanité. Hmm. C'est le seul média qui n'a pas besoin de technologie pour fonctionner et qui a survécu à toutes les évolutions techniques. Je veux dire, même si aujourd'hui on a des téléphones portables, Instagram, TikTok, les réseaux sociaux, les livres sont toujours une des plus grandes créations de l'humanité. Hmm. Vous avez écrit ça pendant la COVID, pendant le confinement? J'ai écrit ça après le confinement. Ok, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont fait penser au confinement. Ouais. Justement, il y avait confinement sur confinement. Et puis, ce qui m'a intéressé dans ce livre-là, c'est qu'en fait, il y a 2 narrateurs, mettons. Et 2 narrateurs. 2 narrateurs et demi, parce que je dirais aussi que même la mère. Oui, la elle- mère, il y a la partie de la elle- mère à la fin. Exact, exact. Et on se rend compte un peu, après quelques pages, on va dire qu'en fait, oui, les narrateurs sont liés. C'est intéressant. Dites-moi, j'ai constaté dans plusieurs passages du livre, ok, il y a des choses pas très très gentilles qui sont souvent dites, soit sur les anglophones, soit sur les Américains. Le grand-père qui dit les Américains sont fous, c'est Ouais. sûr que le grand changement, ça vient de là, etc. Pourquoi ça, là? Surtout, sachant que vous êtes d'origine française, Oui. et puis on est au Québec, on connaît un tout petit peu l'histoire du Canada, du Québec, etc. J'aimerais savoir, c'est quoi votre position, votre perception de tout ça, et pourquoi l'avoir transcrit dans ce livre-là? En fait, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on ne sait pas pourquoi il y a eu le grand changement. Donc en fait, tout le monde réfléchit à savoir pourquoi c'est ça, et le grand-père pense que ça vient des Américains qui ont créé ça, mais on ne le sait pas du tout. Puis même quand eux, ils arrivent devant le grand changement, à la fin, on ne sait toujours pas ce que c'est, quoi. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est de justement que tout le monde se pose des questions et ne sache pas ce que c'est. Donc c'était un peu une fausse piste de mettre ça pour les Américains. Après, ouais, il y a un personnage anglophone qui est au milieu des francophones et qui est pas content d'être au milieu des Exact, francophones. et qui n'est pas gentil du tout non plus. Et Ouais. qui n'est pas gentil du tout Ouais. non plus, quoi. C'est un des méchants du début, donc c'est vrai que oui, j'ai mis ça pour faire un petit clin d'œil au Québec et à cette guerre linguistique qui dure depuis des décennies maintenant entre francophones et anglophones.
Ok. Mais pourquoi? Pourquoi? Pour nourrir un peu l'histoire de faits modernes et qui continuent, parce ça se passe dans le futur comparé à aujourd'hui, et c'est marrant qu'il y ait toujours cette guerre linguistique en Amérique du Nord. Ok. Est-ce que vous parlez anglais, par exemple? Oui, je parle anglais très très mal, mais Ouais. Mais mieux qu'un français de base, je pense. mieux qu'un français de base. Autre question pour vous, oui, justement sur le grand changement. Finalement, on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas si c'est une catastrophe naturelle, si c'est quelque chose si c'est des extraterrestres. On ne sait absolument pas. Ouais. Et c'est voulu, c'est volontaire. voulu, oui. Vous vouliez laisser au lecteur l'opportunité de réfléchir là-dessus, ou bien vous avez dit, oh, j'ai pas envie de réfléchir et puis j'ai pas envie Non, parce que ce qui était intéressant, c'était la quête des personnages et comment ils essayaient de garder un peu d'humanité dans un monde qui n'en a plus. C'est ça la symbolique des livres, en fait. C'est une sorte de sauvegarde de l'humanité. Mais justement, je me demande, les personnages, ok, au départ, c'est oui, il faut qu'on soit sain et sauf, on va se protéger, d'abord lui et sa maman, etc., etc. Il marche dans tout le Québec, etc. Et puis après, on voit le grand-père, oui, avec tout son petit clan qui essaie de les sauver. Dès qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui est pas loin, whatever, ils s'enfuient, etc. Il faut pas être comme les autres. Les autres sont des animaux, les autres sont méchants, blablabla. Nous, on est évolués parce que nous, on lit, parce que, etc. Mais en même temps, je me demande si c'est pas un peu... je ne veux pas dire hypocrite, mais je veux dire, tout ce monde-là qui voulait tellement ne pas être comme les autres, ils ont commis des actes irréparables comme les autres. Ben oui, c'est l'histoire de l'humanité. Donc, est-ce qu'on a la possibilité d'échapper à ça, malgré les livres? Est-ce qu'on a la possibilité d'échapper à notre animalité? C'est un peu dans ça dont parle le livre. Est-ce que nos pulsions animales prennent le dessus sur notre intelligence? C'est une grande question. Et le livre n'y répond absolument pas. Mais c'est une question qu'il pose. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Ouh là là, c'est pas bien pour faire de la philo. Qu'est-ce que je pense de tout ça? Je pense que ouais, on sera toujours des animaux qui essayons de tendre vers l'idéal qu'on a inventé, qui est Dieu, d'une certaine manière. Donc on a cette dualité entre notre aspiration à être des êtres parfaits, purs et gentils, et nos pulsions animales très instinctives qui font que parfois on est des monstres. Et c'est ce qui fait la beauté de l'humanité, cette espèce de gris opaque entre blanc et noir. Et justement, ma question pour vous, combien de vos convictions, de vos valeurs, etc., avez-vous inclus dans le livre? Parce que plusieurs des héros, des protagonistes, sont nietzschéens, mettons. Oui, c'est vrai qu'ils sont très nietzschéens. Pour eux, c'est pas Dieu qui a créé l'homme, c'est l'homme qui a créé Dieu. Oui. Et plusieurs aussi ont, ce que j'ai l'impression, en tout cas, sont plus végétariens, sont plus... Ok, il ne faut pas contrer les animaux de la mauvaise façon. On a abandonné les chiens, par exemple, dans les véhicules au moment du grand changement. C'était pas bien, etc. On ne traite pas les chevaux n'importe comment. Il faut traiter les ânes avec, I don't know, whatever. Est-ce que ce sont vos valeurs ou c'est vraiment pure fiction, là? Ouh là là, c'est une psychanalyse. Ben oui, c'est un peu une part de mes valeurs. Moi, j'aimerais bien qu'on arrête de faire souffrir les animaux et qu'on soit tous végétariens. C'est sûr que ce serait un idéal à atteindre. Même si moi, je viens d'une famille de bouchers et j'aime énormément la viande. Ok. J'ai été végétarien de nombreuses années et c'était dur d'être végétarien au milieu de gens qui mangent des côtes de bœuf tous les midis. Mais oui, moi, c'est sûr que j'essaye de tendre vers un idéal nietzschéen. Bien sûr, j'ai grandi avec ça, mais oui, il y a un petit peu de mes valeurs dedans. Mais après, c'est des valeurs assez intrinsèques à l'humanité, non? On aimerait bien que les animaux soient heureux, que tout le monde soit bien, que tout le monde soit propre. Oui, mais tout ça sont des vœux pieux, disons. Là, il y a très peu qui... C'est des vœux pieux, mais c'est toujours... je pense qu'il y en a qui n'ont pas renoncé à changer le monde. Ouais, et c'est votre cas? Peut-être, ouais. Peut-être ou non? Ah oui, non, je pense que... Oui, on grandit quand on arrête de vouloir être punk ou poète, et moi, j'ai pas renoncé à ça. Donc oui, je pense que... Bien sûr, j'aimerais un monde plein d'amour et de joie, où... on n'extermine pas des milliers d'animaux tous les jours juste pour notre plaisir alimentaire. Et en plus, sachant que la moitié est jetée à la poubelle, c'est quand même horrible, ces vies animales sacrifiées pour rien. En plus, à 90% pour de la mauvaise viande. Donc oui, c'est quand même triste. Ok, donc ce serait plus changer le système de... Bah, bien sûr, moi, je veux changer le système. C'est un peu, c'est pour ça que je fais de la musique et j'écris des livres. C'est ma façon d'améliorer le monde. Et en parlant de musique... Dites-nous un peu, c'est quoi? C'est vrai que c'est pas notre domaine, mais ce serait quand même intéressant de savoir
C'est quoi le genre de musique que vous faites? Oh mon Dieu, cette question est compliquée. Je fais plein de musiques différentes. Je fais de la chanson. Moi, je viens de la chanson à la base, la chanson francophone. Mhm. Vraiment héritier de tout ce qui est Brel, Brassens, Léo Ferré. Mais donc moi, je fais de la chanson. Mais à côté, je fais plein de styles musicaux. Comme j'ai étudié la musique indienne, je fais beaucoup de musique mélangeant le sitar indien et la musique occidentale. Mhm. J'avais un trio qui s'appelait Tempolotium à Montréal où on jouait guitare, batterie, sitar indien. On faisait des longues improvisations de 15 minutes, c'était trop cool. Je fais aussi de la pop, j'ai un groupe qui s'appelle Lesbian Speed Dating, c'est une sorte Ouais, de j'ai vu ça, mélange ouais. entre... c'est les Beatles avec des voix féminines Ok. un peu période hippie des Beatles, donc c'est assez chouette. Puis je joue dans... C'est un groupe de femmes ou c'est un groupe d'hommes et de femmes qui Ouais, imitent des voix de femmes? Il y a une chanteuse dedans, il y a Ok. moi, puis il y a d'autres musiciens qui participent au projet. La chanteuse c'est Lita Kira, qui est une chanteuse française assez extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme projet? J'ai un projet qui s'appelle Oppenheimer's Elevators, qui est un projet purement instrumental, où je joue sur des films. Ok. Donc je projette des films pendant que je joue et je fais de la Oh, musique. des films qui existent déjà, mais. Non, des films que je fais moi. Ok, ok, ok. Donc par exemple, là, le prochain concert que je fais, je joue sur un film que j'ai tourné à Tokyo. Donc je jette le film et je fais la musique dessus. Ok. Ça fait un ciné-concert, c'est plutôt intéressant. Et puis je joue dans plein de projets. J'ai un duo pop qui s'appelle Sens Sauvage avec un ami à moi. Je joue dans plein de projets. Mais à la base, je suis vraiment chanson et musique instrumentale. Hmm. Ok. On parle de, comme vous disiez, Brassens, Brel, la chanson. Comment est-ce qu'on appelle ça de notre point de vue? La variété. Ouais, la variété, c'est un terme. J'ai toujours détesté ce truc de variété. Parce que dans la variété, c'est vrai que la variété, c'est un peu ce qu'on a appelé dans les années 60 la chanson française. Tout ce qui était pop francophone, en fait. Ouais, On n'appelait pas encore ça de la pop. La pop dans les années 60, c'était tout ce qui était anglo-saxon. ouais, ouais. Et nous, en France, on avait les yéyés et la variété. Mais la chanson française, c'est oui, Brassens, Brel et Ferré, c'était avant cette époque variété. C'était un peu l'âge d'or Ouais, de la exact. chanson à Ouais. texte. Aujourd'hui, on dirait chanson Ouais. à texte. Mais à l'époque, c'était la musique pop, quoi. Ouais. C'est un point de vue. Et vous écrivez vos chansons, je suppose. Bah oui, Vous écrivez les paroles et tout. ouais. Est-ce que vous composez la musique? Oui. Ok. Est-ce que vous composez la musique aussi de Lesbian Speed Dating? Oui, oui, je fais les musiques, je fais les paroles, je fais. Et pourquoi ce nom, la Lesbian Speed Dating? D'où ça vient? Surtout qu'il n'y a qu'une fille dans le groupe, je comprends pas ce Bah en truc. fait, je me baladais à Montréal et puis j'ai vu un café où c'était écrit en gros LSD. Oh, Donc ok. moi je me suis dit je vais aller voir ce que c'est forcément et en fait c'était un lesbian speed dating et j'ai trouvé ça tellement génial pour un groupe de rock un peu psyché et hippie. Ok. Et j'aime bien le nom, je trouve ça. Et vous disiez tantôt, vous êtes allé à Tokyo, vous avez fait un film à Tokyo. Ouais. Et je suppose que aussi vous avez appris le sitar. Le sitar, Le c'est sitar c'est indien. indien, c'est ça. Ouais. Vous êtes parti en Inde. Ouais. Ok, donc vous aimez voyager, mettons. J'ai pas mal voyagé, Ok. ouais, moi je suis allé un peu, mes parents m'ont fait beaucoup voyager. Mhm. Je suis allé un peu partout, je suis allé en Égypte, Maghreb, Italie, Serbie, Amérique, puis là en ce moment je fais beaucoup le tour du Québec. Afrique subsaharienne ou pas Non, encore? je suis pas, malheureusement, non, je suis pas allé au Cameroun. C'était pas ma question, mais oui, peut-être. Ok, bah. Non, je suis pas encore, j'ai pas fait j'ai fait vraiment en Afrique, j'ai fait que le Maghreb. Mhm. Je suis jamais descendu en dessous du Sahara. L'occasion s'est pas présentée, mais peut-être dans les prochaines années. Si je peux conseiller, commence par le Cap. C'est vraiment beau. Oui, oui, pareil, il y a plein d'endroits magnifiques. Mon amoureuse va souvent en Afrique du Sud, Ok. mais non, moi j'ai jamais encore fait l'Afrique. Ben, revenons à ce petit livre, les derniers. Oui. Ok, on comprend très bien les 3 points de suspension. Et le Ah, ça, point c'est pas moi qui l'ai choisi en fait. Oh, À l'origine, le livre devait s'appeler Nous sommes peut-être les derniers, ok. et mon éditeur trouvait le titre trop long. Donc, après un échange de 70 mails et un débat complexe, on a pris les derniers, 3 petits points, point d'interrogation. Ouais, Mais le livre devait s'appeler Nous sommes peut-être les derniers. je pense que ça c'est mieux quand même. Ah, moi je C'est plus préfère. catchy. C'est plus Ah ouais, catchy, ouais. c'est plus catchy du tout. Nous Moi, sommes peut-être un peu comme, ok, quand est-ce que tu finis de parler? Oui. Ouais. Est-ce que. J'aime bien les titres longs, tu vois, genre, un peu Pierre Tombal, genre Nous sommes peut-être les derniers, un truc, c'est. Non, puis oui, mais les derniers c'est pas mal aussi. Ben, c'est un livre pour réfléchir, parce que c'est pas comme les films américains Oui, oui, commerciaux. Il n'y a pas de happy end, on sait pas. On sait pas. On sait pas c'est quoi le grand changement. On sait pas, on sait On même sait pas s'ils vont être les derniers, on non, sait pas ce qui on se sait passe. pas, on sait. Mais en fait, c'est ça qui est bien, c'est de pas savoir. C'est- Ouais. Oui, je sais pas. Oui, Ouais, ben, j'aurais bien aimé moi savoir c'est quoi, qu'est-ce qui a causé ce grand on sait changement, pas, merde. c'est ça. Mais en fait, j'avais aucune idée de ce que c'était. J'ai commencé à écrire le grand changement et puis au moment, il fallait expliquer ce que c'était, mais je sais bien de pas Non, mais c'est expliquer. vrai, j'ai commencé à regarder, je sais pas moi, des documentaires. Qu'est-ce qui peut provoquer le ciel rouge? Qu'est-ce qui peut faire, Ouais. blablabla. Non, rien. Qu'est-ce qui peut causer tout ça en même temps? Et... Et Non, puis même, puis ils arrivent devant cette espèce de truc là, Ouais. où, ils savent pas ce que ils c'est. savent pas. Et puis... Puis ça s'arrête là, puis voilà. Puis en fait, on sait pas, c'est un peu.
c'est un peu la vie humaine, hein. On ne sait pas si on a fait les bons choix, on ne sait pas si on a mené une belle vie, on ne sait pas si tout ça avait un sens ou pas, on sait pas, on sait pas. Donc c'est bien de ne pas savoir aussi dans les œuvres de fiction. David Lynch, il faisait ça et c'était un réalisateur génial. Ouais. Non. Est-ce qu'on peut savoir ce qui est arrivé à la fille de Noah, la mère du petit-fils? Est-ce que ça, on peut le savoir? Non, je n'ai Oh aucune idée. my God. Ben ouais, c'est ça qui est bien, il veut savoir pourquoi sa mère a disparu, puis on le sait pas. Mais souvent ils savent pas eux non plus pourquoi. Donc pourquoi est-ce que l'auteur serait si les personnages le savent pas? C'est aussi pourquoi les femmes se sont barrées un soir, on sait pas. Ouais, c'est vrai, ça non plus. Qu'est-ce que On sait c'est pas. bien, vous avez lu mon livre, ça me fait plaisir. Ouais, oui, je l'ai lu. je l'ai lu. Mais oui, pourquoi on sait pas. Et c'est bien de pas savoir. Non. Et tous les livres que vous citez là-dedans, je suppose que vous l'avez lu, bien sûr. Non, je les ai pas lus. Si, je les ai lus. Bien sûr que je les ai lus. Non. Pas mettre de conneries quand même, on sait jamais si on cite un grand livre que quelqu'un a lu. Non. Oui, j'ai lu tous les livres que je cite là-dedans. Mais il y a une passion pour Romain Gary, ils sont obsédés par Romain Gary, moi aussi je suis obsédé par Romain Gary. Mais oui, puis c'est des citations que je mets dedans de livres que j'ai chez Stabiloté, parce que je savais que je les mettrais là-dedans. La citation de Gatsby le Magnifique à la fin qui est magnifique. Je cite tout le temps Gatsby le Magnifique, j'aime bien citer Gatsby le Magnifique, je trouve que c'est un livre... Moi j'aimais la citation, j'ai oublié le nom de l'auteur, la citation sur la mort de la mère. Ça m'a Oui, c'est Romain Gary. Ouais. Oh oui, ça m'a pris par les tripes là. Ouais. Ah. Non, oui, j'aime bien, enfin je suis un grand fan de... J'aime beaucoup les films qui citent d'autres films et les livres qui citent d'autres livres. Donc j'aime bien mettre des passages de tout ce qui m'a inspiré en tant que lecteur. Et on n'a pas d'indication sur pourquoi la mouette ne parle pas. Ouais, on sait pas pourquoi elle parle pas. Elle parle pas. Oh, mais gosh, mais je veux dire, en écrivant, est-ce que tu te disais quand même ça peut être ça? Bah non, parce Non, que rien je du voulais tout. qu'elle soit muette et je voulais une référence au cri de la mouche, au cri de la mouette et ouais, pourquoi elle parle pas? Est-ce qu'elle a vécu des trucs traumatisants avant de les rencontrer? Mais pourquoi son fils il parle pas non plus? Peut-être que soit elle a vécu des trucs traumatisants, soit c'est génétique, soit c'est Putain, j'aime pas cet état de pas savoir. ouais, parce que c'est oui. Je sais pas non plus, hein, je peux pas te dire. Ça t'a pris combien de temps pour écrire ce livre? Alors, le plus gros, enfin ça dépend, j'ai une façon d'écrire assez spéciale, c'est que j'écris d'abord le premier jet d'une traite, et après je le retouche. Les retouches ça peut être plus long parce que quand j'écris c'est vraiment hypnotique, donc je dirais que j'ai mis 7 semaines, peut-être 2 mois à l'écrire, et après le retoucher pour le finir, ça a dû me prendre une bonne année. 7 semaines, c'est beaucoup, c'est rapide. Moi, j'aime bien en fait avoir... surtout musique ou l'écriture, je travaille un peu comme un sculpteur, c'est-à-dire que j'aime bien avoir un gros truc dans lequel je vais tailler, Ouais. et donc il faut que ce soit quand même un truc qui sorte rapidement et de manière un peu informe pour pouvoir tailler dedans. Il y a d'autres chapitres qu'on par exemple qui sont pas dedans, il y a d'autres trucs que j'ai enlevés, mais non, j'ai vraiment fait en sorte de... Ouais, je dirais 2 mois pour l'écrire en entier, puis après, parce que je l'imprime, je corrige, Ouais. je le réimprime, je le recorrige. Généralement, lui, je l'ai fait 3 fois. 3 Ok. corrections. Donc voilà, je dirais à peu près, ça m'a pris 2 gros mois pour écrire la matière première, et après, ça m'a pris une petite année pour la forme finale. Et est-ce que c'est disponible ailleurs que à la Rivière Blanche, aux éditions La Rivière Blanche? Non, c'est disponible. C'est chez ça, j'ai cherché sur Amazon, j'ai pas vu. Est-ce que c'est volontaire ou nous. Je pense qu'ils vont les mettre sur Amazon, comme c'est sorti il y a genre... début là, février? ça fait 2-3 semaines que c'est sorti. Ouais. Je pense qu'ils vont le mettre sur Amazon. Mais pourquoi une maison d'édition? C'est votre choix, ça, c'est ton choix. Oui, parce que l'auto-édition, je sais pas quoi en penser. Puis je pense qu'il faut toujours... moi, je cherche des maisons d'édition pour sortir mes livres. Parce que sinon, si on les auto-édite, on n'a pas le même prenant. impact, on n'a pas la même pub, on n'a pas le même sérieux. Je trouve une maison d'édition, c'est... voilà, même si... c'est pas une grande maison d'édition comme Gallimard ou autre, c'est quand même... ça aide à faire avancer, puis à... Voilà, dans mon CV d'artiste, à montrer que je fais des œuvres qui sont quand même reconnues par le monde de la littérature. C'est ça. Vous disiez que vous avez 2 autres livres, right? Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler c'est quoi les titres? Alors, le roman précédent s'appelait L'appareil occidental, qui est sorti aux éditions Spinel. Et le livre d'avant s'appelait Genève la nuit, qui est sorti aux éditions Maya. Et ma thèse, Sitar et Rock'n'Roll, qui est disponible aux éditions Camion Blanc, qui est une maison d'édition spécialisée dans le rock. Ok, donc un livre sur la musique et 2 autres romans. Et 3 romans au total. Ok. Est-ce que les romans,
C'est votre domaine de prédilection? Ah ouais, moi j'aime les romans. Est-ce que c'est toujours science-fiction? Est-ce que c'est toujours... Non, celui-là c'est vraiment le premier où en fait, je voulais un livre qui se passe au Québec. Ok. Je sais pas pourquoi je suis parti sur ce délire apocalyptique. Je trouvais que j'aimais bien l'image d'un grand-père dont on sait pas l'âge, qui a 130 ans, parce qu'au début on pense qu'il a 130 ans, qui se balade avec son petit-fils dans un monde apocalyptique et qui sont obsédés par sauver les livres. Je trouve que c'est une belle image, que ce soit la fin du monde et que tout le monde soit en train de crever et que les derniers vrais humains cherchent à sauver les livres et à apprendre aux autres à lire. Parce que c'est très beau la manière dont, je sais pas, je voulais faire une image assez belle. Et c'est vrai qu'il fallait un truc un peu moche derrière pour que ce soit joli, quoi. Ok. Et ouais, le fait Il fallait un contraste. Ouais, fallait un contraste, ben ouais, parce que bon... Et les autres livres, est-ce que vous voulez nous en parler un tout petit peu? Ça parle de quoi, par exemple? Alors, Genève la nuit, c'est l'histoire... J'aime beaucoup ce bouquin. C'est un peu pareil, un peu construit pareil, c'est-à-dire qu'il y a... C'est une histoire d'amour entre un monsieur d'une 50aine d'années et une jeune fille de 30 ans. Et en fait, ils n'ont pas de prénom, c'est il et elle dans le roman, chacun a un chapitre à la suite. Et voilà, c'est des gens qui n'étaient pas destinés à s'aimer dans Genève la nuit. Et c'était une très belle histoire d'amour, je trouve. C'était un peu trash quand même, il y avait certains passages un peu brutaux. Mais sinon, non, c'était un livre très poétique que je suis très content d'avoir écrit. Ça, c'est le premier, c'est ça? C'est le premier. Et le deuxième, L'appareil occidental, c'est l'histoire de Tom Cassidy, qui est un homme qui un jour en a marre et part. Et cherche à fuir sa vie, d'une certaine manière. Tom Cassidy, est-ce qu'il est américain? Non, c'est un Français qui un jour se réveille dans une soirée, lendemain de gueule de bois, fatigué, qui prend sa voiture, qui va au bord de l'Atlantique et qui décide d'aller aux États-Unis et de traverser ce monde, et qui devient écrivain par hasard, par accident. Et voilà, qui est sorti. Ce livre est sorti en quoi, 2022. 2022. Un monsieur qui est en France, qui décide de partir, traverser Mais en fait, c'est un l'Atlantique. livre que j'avais écrit il y a très longtemps. Ok. En fait, c'est un livre que j'avais commencé à écrire quand je faisais mes études de master, quand j'habitais à Lyon. Donc, quand j'avais 21 ans, quand je commençais à essayer d'écrire. Et j'avais écrit une première version. J'avais cherché des éditeurs, personne n'en voulait. Je l'avais réécrit quand j'avais 26-27 ans. Et j'en ai fait une dernière version. Pendant la pandémie, vu qu'on n'avait pas grand chose à faire et qu'on s'ennuyait, je l'ai retouché, je l'ai reterminé. J'en ai fait une version totalement différente. Ok, parce que l'histoire que vous me racontez, c'est pas trop différent de votre histoire, dans le sens où vous êtes quitté de la France, J'ai quitté la France, arrivé en Amérique du Nord, arrivé en Amérique du sans Nord. regarder derrière. Mais c'est la deuxième fois. Moi, j'étais venu presque une année. J'avais fait une année de high school presque en Pennsylvanie quand j'avais 17 ans. Ok. Donc c'est la deuxième fois que je viens. Je voulais faire mes études aux États-Unis après le secondaire en France, mais ça s'est pas fait. Moi, j'ai toujours voulu, oui, venir partir, voyager, aller voir d'autres gens. C'est important je sais pas. Non. Alors, moi, j'ai beaucoup d'amis de là où je viens. J'ai une grande famille et tout, mais c'est vrai que j'aime bien aller rencontrer des gens. Non, je suis d'accord. Prendre l'autoroute, aller à Laval sous la neige, ne pas savoir où on va, tout ça pour parler de littérature sur un canapé, je trouve ça merveilleux. Ouais, je serais triste de pas. C'est marrant de dire ça, je serais triste de pas avoir rencontré les gens que j'ai rencontrés en venant ici. Mais oui, c'est marrant les choix que font la vie et j'aime bien rencontrer des gens nouveaux, Différents. avec des histoires, parce qu'il y a toujours des histoires de dingue à raconter. Et après, ça permet d'écrire Et des tout le bons monde a bouquins. une histoire. Tout le monde a une Et tout histoire. le monde est beau tellement, je veux dire, tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a une profondeur, tout le monde est... Ouais. C'est magique, c'est magnifique. Là. Oui, c'est ça qui est. Oui, moi j'aime bien rencontrer des gens, enfin, des nouvelles personnes, voir. J'ai un ami qui s'appelle José, qui est un poète musicien qui vient du Guatemala, qui est extraordinaire. Lui, j'aurais été triste de ne pas le rencontrer, par exemple. Je trouve qu'il y a des gens ici qui m'ont apporté beaucoup de. J'aime bien la folie des gens. Et ici, les gens sont quand même assez fous, donc c'est quand même marrant. Est-ce que vous avez vécu dans d'autres pays ailleurs qu'en France et Pennsylvanie, aux États-Unis et Canada? J'habitais, quand j'ai fait mes études en Suisse, je faisais des allers-retours entre la France Suisse et la aussi. Suisse. C'est vrai que j'ai grandi un peu entre les deux, Ouais. un pied entre la France et entre la Suisse. Non, j'ai pas vécu dans d'autres pays aussi longtemps que j'ai vécu au Québec. C'était juste des visites, mettons. C'était juste des visites. Wow. Et vous avez créé votre propre... un tout petit peu comme ce grand-père, là, vous avez créé votre propre petit clan ici. Oui, je créer un petit clan. Oui, je me fais des amis ici. J'essaie de faire. Tout le monde a un peu son clan. Dès qu'on est quelque part, on se fait des amis. Puis voilà, petit à petit, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Et puis on connaît beaucoup de gens. Oui, moi j'essaie. C'est dur quand on arrive ici de se faire des amis avec les locaux parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, ils cherchent pas forcément de nouvelles amitiés. Mais oui, c'est sûr qu'on vient ici pour rencontrer des nouvelles personnes, pour se faire des nouveaux amis,
Puis c'est extrêmement intéressant. Hmm. C'est quoi vos projets futurs? Bah, Littérature. et ben j'ai écrit un autre roman Ah ouais, ok. qui est en recherche de maison d'édition. Donc quand j'ai du temps libre, j'envoie des petits mails aux maisons d'édition à travers le monde. Mhm. Voilà, donc un roman qui s'appelle La thèse de musicologie, qui est fini, qui cherche un éditeur. Et puis bah, j'ai attaqué d'écrire j'ai d'autres romans en cours. Ok. Puis j'avance dessus tranquillement. Vous Ouais, êtes très occupé. tout le temps, oui. Ouais. Et vous êtes professeur en même temps, hein, Et bah oui, faut payer les factures, Ouais. faut payer le gaz dans le dans dans le l'auto. char, Ouais. faut oui, bah oui. Hmm. Musicologie, c'est quoi ça? Musicologie, c'est l'étude de la musique. Oui, mais quoi exactement la musique? Ah ben tout. Ça va de la philosophie de la musique au solfège. Ok, donc on parle de l'histoire de la musique Ça aussi. peut être Je ouais, pensais que l'histoire c'était de la vraiment les notes musique. et tout. Non, 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 bah il y a vraiment. La musicologie s'intéresse à tout, donc ça va aussi à l'histoire, genre comment fonctionnait le tempo avant la période baroque ou la Renaissance, comment les compositeurs composaient. C'est vraiment très vaste en fait, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Donc on a la musicologie, on va dire, classique, qui s'intéresse donc aux compositeurs classiques et la musique savante occidentale, Mhm. qui est C'est toujours comme ça qu'on appelle ça, la musique savante. la musique savante Ok. occidentale ou la Pourquoi est-ce musique. qu'on appelle ça savant? Parce que la musique savante et la musique populaire. Ah ok, je comprends. La musique populaire ne demande pas une éducation comme le demande Ok, la musique je pensais classique. qu'on appelait ça la musique classique ou c'est les non-savants Alors qui appellent classique, la en fait, musique classique c'est un terme fourre-tout populaire. Parce qu'en fait, classique c'est une période Ok, qui est ouais. juste de 50 ans, qui est de 1750 à 1800, c'est trois compositeurs, Haydn et ses deux élèves, Mozart et Beethoven. Il y a d'autres compositeurs classiques, mais c'est les plus connus. Mais on dit musique classique et on regroupe dedans tout ce qui est musique instrumentale qui va de la Renaissance Ouais, jusqu'à ouais. 1900. Mais c'est différentes époques. Il y a la Renaissance, après il y a la période baroque de 1600 à 1750, la période classique 1750-1800, la période romantique 1800-1900, la période moderne de 1900 à aujourd'hui. Ok, donc moderne c'est... Moderne, C'est 100 et contemporaine, quelques. c'est la période Ouais. d'aujourd'hui, c'est tout ce qui est musique répétitive, musique concrète, donc Pierre-Henry, Schaeffer, tout ce qui est musique atonale, ce genre de choses rentre, la musique d'aujourd'hui rentre dans moderne, contemporain. Mhm. C'est les termes qu'on utilise. Et dans la musicologie aussi, on étudie même la musique moderne, Ah bah bien le sûr, pop, le jazz. on étudie bien sûr, mais après il y a une partie de la musique populaire qui est réservée, de la musicologie qui est réservée à l'étude de la musique populaire. Hmm. Donc là on étudie tout. Il y a même une partie qui s'appelle les Beatles Studies, parce qu'on étudie les Ben, dis Beatles. donc. Ok. Parce que les Beatles ont énormément de recherches musicologiques sur tout ce qu'ils ont fait, c'est extrêmement intéressant. Oh wow. Ouais, ok. les Beatles sont. L'influence des Beatles est juste incroyable. On s'en rend pas compte comme ça, mais tout ce qu'on fait aujourd'hui en musique découle des Beatles. Sérieux? La façon dont on Mais est-ce que enregistre c'est la vraiment les musique. Beatles ou c'est des gens en arrière qui ont... Bah, ils travaillaient avec George Martin qui était leur Ok. producteur, mais il y a beaucoup d'idées musicales qui viennent d'eux en fait. Qui viennent des Mais à cette Beatles, époque-là, il y avait beaucoup de musiciens qui se copiaient, right? Ou... Mais Mais, ça, c'est toujours beaucoup copié. Ça, c'est la base de la musique qui est basée sur la copie. mais je veux dire, les Beatles, est-ce que c'était vraiment du Beatles ou c'était... Ah oui, oui, les Beatles, Ok. c'est extrêmement intéressant. Alors, les Beatles, c'est... Ouf, je peux en parler pendant 4 heures, on est parti. Les Beatles, déjà, il y a tout le contexte historique qui est extrêmement important. Tout l'aspect de création musicale. La façon dont ils enregistraient la musique, le piste par piste, par exemple. C'est vraiment eux qui l'ont développé à un niveau qui était jamais Oh, atteint. ok. Et en fait, on enregistre aujourd'hui en piste par piste. On continue d'utiliser les techniques des Ouais, Beatles. ouais. Par exemple, les pistes à l'envers, ça vient des Beatles. Beaucoup de choses viennent de la production des Beatles. Et musicalement, on peut en parler pendant des heures parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a d'énormes parallèles dans la composition qui peuvent être faits avec Mozart, par exemple. Même si, par exemple, À ce point-là, ouais, ok. Paul McCartney n'a jamais pris un cours de musique, mais il fait des motifs harmoniques qui sont extrêmement proches de Mozart. Sérieux, ok. Donc c'est vraiment... Il y a un truc avec les Beatles qui est juste assez incroyable. Donc tu dirais les 70 dernières années, Beatles top 1. Ah bah ouais, c'était quand même... C'est un moment marquant dans l'histoire de la musique, les Beatles. Ok, top 2. Oh là là. Allez, mouille-toi un Bah petit après, t'as peu. Velvet Underground qui arrive juste après, qui est un groupe qui a énormément influencé toute la musique juste après les Beatles. Le Velvet Underground, ils ont sorti un seul album, enfin ils ont sorti un premier album produit par Andy Warhol, ils en ont vendu que 1000, et c'est Brian Eno qui disait que les 1000 personnes qui ont acheté ce disque ont tous monté leur groupe, et c'est vrai parce que les Iggy Pop a monté son groupe après l'avoir écouté, Brian Eno, ça a influencé David Bowie, eux vraiment c'est une autre approche de la musique totalement différente, eux ont eu une énorme influence sur la musique populaire, sur la façon de voir le son, sur la façon de produire des disques aussi. Mhm. Sans le Velvet Underground, il n'y aurait pas eu les punks, il n'y aurait pas eu l'enregistrement de It Yourself, il y aurait beaucoup de choses. La musique noise n'aurait pas existé. Donc tout La ce qui est- musique quoi? la musique noise, Ok. le rock noise, Sonic Youth, Ok. le fait de mettre tout à fond et de jouer de la musique C'est pop. comme ça qu'on appelle ça. Ouais, de la musique pop à partir de bruit. Ok, ben.
Donc, ouais, donc tout ça, le Velvet aussi a une énorme influence sur la musique populaire de ces dernières années. Hmm. Ça fait partie des 2 gros groupes en termes d'influence. Est-ce qu'on peut se risquer à sortir un troisième? Je suis désolée. Euh, ouais, après, il y a eu d'autres révolutions musicales, mais qui ont été bien plus, bien différentes. Il y a eu tout ce qui est venu de la French Touch dans les années 90. Par exemple, Daft Punk a une énorme influence sur. Ouais. Alors, quand on parle de French Touch et musique électro, c'est qu'en fait, les Français, Daft Punk, Air, Phoenix, Monsieur Oiseau, Headbanger, qui est un label de ces années-là, en fait, ont façonné la musique électronique naissante qui sortait de la techno pour en faire une musique consommable pop. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils ont vraiment façonné le son, mis des codes pour que ça devienne une musique qui soit pas destinée à la rave party et des morceaux à format pop pour passer à la radio. Donc ça, c'est une des dernières grosses révolutions musicales qui a marqué notre histoire de la musique populaire moderne. Ok. Intéressant, là. Franchement, j'aurais pas cru les Beatles, je suis sur le cul. Ah, bah, les Beatles, ouais, c'est l'IRM. On doit l'IRM aux Beatles. Ok. Ça, c'est un truc de dingue. Parce qu'en fait, la société de disques des Beatles a gagné tellement d'argent avec les Beatles qu'ils l'ont réinvesti en investissant dans des trucs de nouvelles technologies, des compagnies de nouvelles technologies. Et on a développé l'IRM grâce à l'argent des Beatles. Ok. Donc il y a plein d'histoires comme ça, d'anecdotes extrêmement folles sur les Beatles, ce qui fait que c'est juste extrêmement. Toute l'histoire des Beatles, c'est dingue. C'est quand même. Ok. Et il y a plein d'anecdotes comme ça, donc l'IRM, il y en a beaucoup, mais c'est extrêmement intéressant de voir, d'étudier ce groupe. Ouais. Ben, il y en a beaucoup qui l'étudient, donc une partie de la musicologie s'appelle les Beatles Studies, et il y a des livres de musicologie qui ne traitent que des Beatles. Et il y a plein de choses à dire. Par exemple, moi j'ai parlé de comment ils utilisent les instruments indiens, mais il y a aussi, ils ont utilisé des orchestres symphoniques, ils ont utilisé énormément de choses dans la musique. Ils ont eu la chance, ils ont été à ce moment-là de l'histoire où ça a marché pour eux, où on leur a laissé la possibilité d'avoir un budget illimité en création. Et donc ce qu'ils ont fait est totalement... Ouais, c'est un truc marquant dans l'histoire du monde, je pense. Est-ce que toi, je suppose que tu écoutes un tout petit peu la musique qui se passe maintenant. Ouais. Et, est-ce qu'il y a des artistes qui, pour toi, sortent de l'ordinaire ou... Ah, il y a beaucoup de choses assez extraordinaires dans la musique d'aujourd'hui, que ce soit dans la musique savante occidentale, par exemple, qui se mélange aussi avec la musique moderne. Par exemple, Anya Rani, qui est une pianiste polonaise extraordinaire, qui elle va faire du piano en loupant du piano. En fait, elle va faire des boucles de piano qu'elle va superposer. Ok. Donc ça fait comme si tu avais 10 pianistes qui jouaient ensemble. Donc ça te fait des pièces classiques extrêmement belles, extrêmement émotives. Un mélange de modernité et de classique, c'est extrêmement intéressant. Nils Fram, qui est un compositeur allemand ou anglais, je sais plus, qui fait des choses extraordinaires en composition aussi. Il y a énormément d'artistes aujourd'hui qui font des grandes choses, qui écrivent des très très belles chansons. Ok. Bon, je vais revenir quand même au livre, là, parce que on est à 4e de couverture, Donc, oui, ton histoire, comme tu disais, sous fond apocalyptique, fallait un fond un peu moche pour raconter une belle histoire. C'est ça. Ça marche mieux, non? C'est ça, les gens s'entretuent dans le fond, et puis... Tous les grands romans commencent sur un truc... sur un fond pas très joli, que ce soit l'Odyssée d'Homère, que ce soit le Comte de Monte Cristo, il y a toujours un fond pourri qui donne la beauté du personnage et la beauté de l'histoire. Est-ce que ton intention, c'était juste vraiment d'écrire ça, ce contraste-là, ou c'était aussi de lancer un petit appel par rapport à la littérature, à la lecture, à l'écriture? Ben oui, parce que j'ai l'impression que ça disparaît. Ouais, je trouve que ça disparaît, les gens ne lisent plus. Moi, je suis rassuré quand je vais chez des gens et qu'il y a une bibliothèque. Et je trouve qu'il n'y a plus de bibliothèque chez les gens. C'est vrai qu'avant, c'était... Ouais. Les gens ne lisent plus ou ils lisent des livres de développement personnel extrêmement médiocres. Ok, guilloté. Je me sens touchée, là. Non, je suis désolé, j'ai un gros problème avec les livres de développement personnel. Mais parce que c'est une arnaque monstrueuse, on sera toujours malheureux et triste, ça change rien. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Rien. Lire du Monte Cristo, qu'est-ce qu'on va faire? Je trouve qu'il y a plus de réconfort dans les grands classiques, dans la grande littérature, que dans le développement personnel. Je trouve le positivisme extrêmement dangereux. Ok, mais le développement personnel, c'est pas juste du positivisme. Mais oui, non, je suis pas très fan du développement personnel. Anyway, je t'ai coupé. Tu disais que oui, ton message c'était de... Oui, je pense qu'on lit plus assez, puis on lit plus, et c'est... Enfin, la littérature disparaîtra pas, mais c'est vrai que le divertissement numérique a pris une telle place que les gens
Ouais. ne lisent plus Tu autant parlais qu'avant. de ça dans ton livre, justement. Tu parlais des médias sociaux. Tu parlais de, tu vois, 30 secondes pour capter l'attention. Ouais, ouais, on en est là, on est une Ouais, période où l'art est devenu du divertissement Ouais. et le divertissement est devenu un moyen de fuir la réalité et c'est devenu une addiction, tout le monde est là à scroller pour regarder des vidéos alors que je suis heureux quand je vois quelqu'un dans le métro avec un livre, je trouve, Hmm. je sais pas, je trouve les gens lisent plus, c'est triste. Avant on savait comment, je sais pas, quand je vois les livres qu'ont les gens, je fais une petite idée de qui ils sont humainement. Ok, un petit jugement, on va dire. Ah bah quand j'ai quelqu'un, il y a Mein Kampf, en général tu pars en courant quoi. Hein. Oui, t'en Euh, as parlé de Mein Kampf aujourd'hui dans le livre, Dans le sans livre, le j'en dire. parle, ouais. ouais, j'en parle sans le dire. Ouais. Ouais, ouais. Bah oui, parce que les livres, c'est le truc le plus beau qui existe, mais c'est aussi le truc le plus dangereux. C'est quelque Mais il faut, chose- peut-être qu'il faut le lire pour justement. Ah, je pense qu'il faut lire, Ouais. ce genre de livre horrible C'est ça. pour savoir. Exact. C'était l'histoire de Mitterrand, le président français, quand il a vendu, après sa mort, sa veuve a vendu sa bibliothèque. Et il y avait énormément de livres de collaborateurs du régime nazi Ouais. et de négationnistes. Et Ok, c'est Mitterrand, pas qui si était un connu. homme de gauche et un humaniste, pourquoi est-ce qu'il avait des livres aussi horribles? Eh ben, c'était pour apprendre les idées, pour les combattre. C'est vrai qu'on peut pas. Bon, est-ce qu'il est un humaniste vraiment? Mais il était de gauche aussi sur le tard, non? Mitterrand, ouais, mais c'est compliqué, on va pas faire un long débat. On ne demandera pas à Mitterrand ce qui s'est passé en 44. Mais oui, oui, c'est sûr que je pense qu'il faudrait lire les livres des gens les plus horribles pour arriver à les combattre. Mais je suis pas très branché livre politique, je suis plus littérature, donc voilà. Mais toi, qu'est-ce que ça te fait quand tu lis? Quand tu lis. Ah, lire, c'est la chose la plus extraordinaire. Il n'y a rien de plus extraordinaire que lire. Je veux dire, c'est quand même le seul truc qui t'emmène dans un monde parallèle merveilleux. L'imagination de la littérature, c'est quand même incroyable. Et puis, on emmagasine les vies d'autres gens en soi. C'est ça qui est quand même, je trouve, le plus puissant avec les livres. C'est-à-dire que moi, je suis assez monomaniaque, donc je lis un auteur et je lis tout ce qu'il a fait. Mhm. Et ouais, et quand j'ai lu Duras, j'étais à Saigon avec elle. Donc c'est ça qui est merveilleux en fait, c'est que la vie d'autres gens, leurs pensées, leur façon de voir la vie, la mort, vit en nous. C'est marrant. Mais pour Et toi, il n'y a par- pas d'autres médias qui fait ça. justement pour toi, par exemple, le cinéma, tu trouves que ça ne laisse pas place à l'imagination? Tu as déjà les images devant toi? Qu'est-ce qui... Alors par exemple, un truc, genre je déteste profondément voir des adaptations cinématographiques de de livres. livres, ouais. Parce que ça détruit l'image mentale C'est certain. que j'avais. Exact, La c'est promesse de l'aube, j'ai vu, mon livre préféré, La promesse de l'aube, j'ai dû le lire 30 fois. J'ai vu le film qu'ils ont fait avec Charlotte Gainsbourg et Pierre Ninet, et maintenant quand je lis le livre, je les vois. Ça me rend neurasthénique au dernier degré. Non, je supporte Mais pas ce ça. n'est qu'une perception parmi 100 C'est millions. une perception, exact. mais ça détruit l'image mentale. Et c'est pareil avec les vidéoclips. C'est pareil avec les vidéoclips. Quand j'écoutais des chansons uniquement en CD, quand j'étais Mhm. allongé avec mon Walkman adolescent, je voyais des images, et une fois que tu as vu le clip, tu ne vois plus ces images. C'est vrai, c'est vrai. C'est une pollution de mes images mentales qui est quand même. Alors, les gens qui leur fait rien, moi ça me trouble, Ouais. mais voilà, c'est quelque chose d'assez particulier. Ok. Mais bon, tu peux choisir de ne pas regarder le... Tu peux choisir, oui. Maintenant, je choisis de ne pas regarder. Genre là, ils vont sortir là, l'adaptation de Nicolas Mathieu, Nos enfants après eux. Mhm. J'ai adoré le livre, le film a l'air tellement bien, mais je dirais pas le voir. Ok. C'est comme ça. Ouais, c'est vrai que la lecture, ça se perd, je trouve. Même moi, personnellement, je lis beaucoup moins qu'avant, malheureusement. Ben, c'est vrai qu'aussi, en vieillissant, en ayant des enfants, maintenant que j'ai un enfant, j'ai beaucoup plus de mal à lire autant que je le faisais avant. Hmm. Où j'essayais quand même de lire le plus possible. Mais je vais m'y remettre tranquillement. Mais qu'est-ce que tu penses des livres audio? Est-ce que tu penses que ça dilue un tout petit C'est peu? bizarre, j'ai fait un livre audio il n'y a pas longtemps. J'ai lu le livre audio de Amélie Nothomb sur le Japon, les jardins suspendus. Mhm. C'est intéressant. Après, c'est pas du tout. Je suis pas du... C'est sa voix, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Je suis pas très branché livre audio. Je préfère lire vraiment. Mais c'est vrai que. Non, moi quand j'écoute avec un casque, j'écoute de la musique. C'est vrai que je pense pas trop. Je suis pas trop branché non plus podcast. Podcast audio. J'aime bien les C'est correct! Non, mais j'aime bien les podcasts vidéo, j'aime beaucoup Légende par exemple, il y a beaucoup de podcasts que j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est pas mon dada. Hmm. Et quand tu lis, c'est quoi la voix que t'entends? Ça, c'est pas une question. Est-ce que c'est la tienne? Non, hein. Moi, c'est pas la mienne. Pas quand je lis des romans. Mais ça, c'est un truc bizarre, ça te le fait aussi. Genre, je suppose que quand un ami te laisse un mot,
quand tu lis le mot en sachant que c'est ton Ouais, copain, ouais, ouais. t'entends sa voix dans sa tête. Exact, ouais. C'est un truc trop bizarre, Ouais, ça. ouais. Avec l'accent tout. Ah ouais, mais je me suis rendu compte, genre il y a 5 ouais. ou 6 ans de ça, qu'en Ouais, fait, genre ouais, quand quelqu'un ouais. te laissait un mot, Ouais. t'entendais sa voix dans sa tête. Ouais. C'est quand même. C'est dingue, hein. On est bizarre quand même comme espèce. Oui, c'est pas ma voix que j'entends quand je lis. Ça, c'est vrai. Je sais pas qui c'est, mais je veux pas savoir. Mais on entend des voix qui sont pas les nôtres dans notre tête. Ouais. C'est un truc spécial. C'est pour ça que c'est magique la littérature, ça. C'est un truc, genre, je pense que ça restera. On n'a pas inventé un support qui est aussi parfait en fait. Tu vois, on n'a pas besoin d'électricité, on peut le transporter partout, et surtout, ça reste pour toujours des livres. L'Odyssée, ça a été écrit il y a combien de temps et on est toujours là à trouver ça Ouais. extraordinaire. Et Mm. je pense que ouais, la littérature est. Nos petits-enfants n'auront pas TikTok et Instagram, mais il y aura toujours des livres. Mm. Enfin, j'espère qu'il y aura toujours des livres. Est-ce que tu penses que tout le monde devrait écrire comme ceux qui sont dans le livre? Ouais, c'est marrant. Non, alors est-ce que tout le monde n'est pas fait pour écrire? Parce que tout le monde. Je sais pas si tout le monde peut écrire ou pas. Moi, je le fais parce que depuis tout petit, j'ai toujours voulu écrire. Mhm. Donc, quand j'avais 8 ans, je dictais à ma grand-mère mes histoires, ça la rendait folle, elle ne pouvait plus. J'ai toujours voulu écrire, donc moi je sais que j'écris et j'écrirai, mais est-ce que tout le monde peut écrire? Est-ce qu'il faudrait. Oui, je pense que ce serait bien que tout le monde laisse une trace si on pense qu'il a une histoire à lire. Bon, là, c'est un autre contexte, quoi. C'est le grand-père qui le force Ouais, ouais, ouais. à écrire pour qu'il puisse raconter ses histoires, pour qu'il y ait une trace de l'humanité. Ce petit garçon, il a un rôle qui lui est assigné un peu de force par son grand-père, qui est de noter leurs aventures. Mais est-ce que, ultimement, on a tous, même si ça n'intéresse pas forcément les autres, on a tous une vie différente des autres. Ouais, On est tous différents, on marche sur un chemin différent. Est-ce qu'on devrait laisser une petite trace de nous pour ceux qui voudraient lire? Et c'est pas moi de répondre à ça. Vous me posez des questions, ma chère amie, qui sont quand même complexes pour un dimanche matin à 11h à Laval. Est-ce que tout le monde, je sais pas, est-ce que tout le monde devrait raconter? Est-ce que tu dirais, tu as une fille ou un garçon? J'ai un boys. Est-ce que tu lui dirais, écris, laisse ta trace, même si c'est du journaling, comme on dit, même si c'est, dis quelque chose. Est-ce que Moi, toi, alors tu déjà, lui je vais pas lui dire de faire des choses parce que je vais pas lui donner d'ordre. Mais oui, moi, je sais pas. En grandissant avec un papa qui passe son temps à écrire, peut-être que lui aussi il voudra écrire, mais ça dépend de la relation qu'on a avec les livres aussi. Je pense que c'est d'abord ça. Est-ce que ceux qui écrivent ont une relation particulière avec les livres? Je pense. Mais toi, tu dis, tu juges, un tout petit. Juger, c'est un gros mot, mais je veux dire, quand tu vois quelqu'un qui lit, tu le regardes différemment que quand quelqu'un ne lit pas. Ah ben oui, c'est sûr que j'aurais plus tendance à... Oui, quand je vois quelqu'un qui a un livre, c'est un ami quelque part. Ok. Je sais pas, enfin, dans les gens qui aiment la littérature, il y a toujours une sorte de bienveillance, fait partie d'un club, quelque part. Ok. Comme ceux qui fument du cannabis font partie d'une fraternité, ceux qui lisent des livres font partie d'une fraternité aussi. Puis c'est... Oui. Ouais. Est-ce que tu conseillerais au monde de lire? Ah oui, Ce serait quoi ton message? Si tu as un dernier mot à dire à ceux qui veulent te lire, vont te lire, t'ont déjà lu, te regardent, t'écoutent. Oh là là, mais tu me poses des ultimatums qui sont... oui, un message, oui, il faut lire des livres, je pense que c'est important, il faut se forcer à lire, puis c'est bon pour le cerveau. Je sais plus, j'avais vu une vidéo là, d'un scientifique qui disait que c'est important, que le meilleur moyen pour rester jeune, c'est de se forcer tous les jours à lire. Lire les classiques, on Lire va une dire. page dans quelque chose pas des compliqué. livres de développement personnel. Un livre qui... J'aime pas le développement personnel, mais c'est personnel, je pense que si les gens veulent lire du développement personnel, c'est bien. Mais j'aime pas ça. Mais oui, non, j'aime la vraie littérature, j'aime les romans. Je trouve que... j'ai plus de mal à lire des essais. Les essais me font moins rêver. Ouais. Et j'ai lu beaucoup d'ouvrages... Les livres de philo aussi me font pas beaucoup rêver. Je me suis forcé pendant ma thèse à lire tout Nietzsche. Oh Et my God. franchement, s'il y a bien un truc qui te donne envie de te suicider, c'est quand même bien de lire Nietzsche. Mais ouais, j'aime les romans, j'aime les histoires, les livres scientifiques, sérieux, trop carrés, qui me racontent pas une histoire, me font moins rêver. Ok. J'aime les romans. Je trouve qu'il y a un truc dans le roman, dans les incipits, des fois en 2 phrases, tu pars loin. Par exemple, c'est Conan Doyle, quand on lit Conan Doyle, il a ce génie en 3 phrases de te mettre dans un Londres brumeux du 19e siècle où tu es tout de suite. Alors que, ouais, s'il faut que je lise en disant, voilà, où est-ce que j'en suis dans mon traité d'économie au 19e siècle sur les colonies québécoises, j'ai moins envie de rentrer dedans, j'ai besoin d'une histoire, j'ai besoin de quelqu'un qui m'emmène dans un monde merveilleux. Ou pas. Que ce soit Kafka ou un autre, ça peut être un monde horrible, mais je suis un homme de roman. Je trouve les romans, c'est ce qu'il y a
C'est ma partie préférée de la littérature, dans ce qui est l'ensemble de la littérature. Donc, si je reviens au développement personnel, ce que tu dis, c'est que tu n'aimes pas le positivisme, on est comme on est, ça vaut pas la peine d'essayer de... Non, je pense que le développement personnel ne vend pas une vérité ni quelque chose. Je vois un peu les livres de développement personnel comme des bibles qu'auraient pas trouvé des croyants pour les croire, tu vois. Ok. Je trouve qu'on essaye trop de dire ah j'ai la solution à tous tes problèmes dans un livre de 300 pages, ce qui n'est pas le cas. Et en fait cette espèce de période qui vient depuis les années 70 et le New Age, le développement personnel, comme s'il fallait trouver la pièce de puzzle qui va régler tous nos problèmes, j'y crois pas. Je pense qu'on trouve plus ça dans l'alcool que dans un livre de développement Mais personnel. qu'est-ce qu'on doit donc faire? Rien, attendre désespérément la fin. Y a pas... Non, Ok, je pense pas que le développement personnel. Alors, moi j'ai des amis qui sont devenus très cons du jour au lendemain avec ça. En fait, tout simplement, c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient bien et depuis qu'ils sont tournés vers le développement personnel, ce sont devenus de sombres merdes qui pensent qu'il faut voir la vie avec positivisme et beauté. Et non, la vie est pas positive et ça sert à rien d'essayer de faut être plus positif. Non, c'est horrible. Et essayer de voir de. Non, je pense qu'on fait une bonne psychanalyse, on va voir un bon psy, on chiale un coup en disant à quel point nos parents étaient horribles. Ça va bien mieux que lire des livres. Non, je pense que c'est un peu une arnaque aussi, le développement personnel. Je pense que, et puis surtout quand on voit la quantité de livres qui sortent là-dessus, Ouais. on nous vend à chaque fois le livre du dernier gourou comme étant le livre qui peut nous aider à aller mieux. Non, mais on n'irait jamais mieux, ma pauvre Martine. La vie est faite de souffrances inconsidérables. Donc non, je crois pas du tout au développement personnel. Je pense que c'est un anesthésiant de très mauvaise qualité, surtout qui peut être dangereux. Parce que ça peut t'amener à... C'est un peu comme des sectes en fait, en forme de livre quelque part, qui peuvent des fois t'éloigner, t'exclure de plein de choses de ta vie qui étaient bien. Ok. Ok, bon. Non, c'est personnel, c'est tout à fait personnel. C'est un point de vue qui n'est que de moi. Et Non, que je suis partage. d'accord sur le fait que le développement personnel, ça te donne l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Ouais, Mais je veux dire, il y a quelque chose qui cloche chez toi comme chez tout le monde. chez tout le monde. Non, on va pas bien, non, mais c'est la base de l'humanité. Si on allait bien, on n'aurait pas créé tout ça. C'est quand même ce qui est magnifique. C'est ça, La et tu cours après littérature ta vient de queue. gens malheureux, quoi. C'est ça. Et tu cours après ta queue, tu seras jamais parfait. Anyway, Non, puis le problème de ça, c'est que c'est toujours une vision qui essaie de te faire entrer dans un type de moule qui est pas... Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'entrer dans un moule particulier sur... Bref, c'est le développement personnel. Non, je préfère les grands dépressifs. Hein. Je trouve qu'on passe une meilleure soirée avec des dépressifs qu'avec des gens qui veulent absolument aller mieux et qui cherchent le positif dans ce monde. Si tu vois le positif, il y a des gens qui dansent dans la vie, je trouve ça merveilleux et je les envie. Mais il faut pas chercher absolument à vouloir être comme tout le monde et à penser qu'on va pas bien et que notre seul remède c'est ça. Non, je pense que le seul remède c'est boire, lire des livres et essayer de profiter Fumer du cannabis. en profitant du temps qui nous reste sur cette planète, quoi. Oui, parce que de toute façon, ouais, c'est l'existence, nos vies humaines sont tellement basées sur rien, sur peu de choses que oui, on essaye de se rattacher. Je pense beaucoup de gens se rattachent au développement personnel pour essayer d'aller mieux dans leur vie, alors que personne va vraiment bien en fait. Faut pas se le cacher, quoi. Ouais. Et mettre du vernis dessus ne rendra pas notre désespoir plus joli. Ok, donc un peu comme tu dis dans ton livre, il nous reste juste qu'à vivre maintenant, il faut juste vivre. Ben oui, il faut vivre, c'est important de vivre, de pas de vivre sa vie. Vivre le moment. Alors ça c'est un vivre le moment, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, vivre le moment, je sais pas. Est-ce que je vis le moment? Peut-être pas, non. Oui, je sais pas. Moi je vis pour l'art, la musique, la littérature, donc je suis pas dans le moment, je suis jamais dans le moment présent, moi je suis toujours à penser à mes romans, penser à ma musique, à penser à mes disques, à penser à tout ça. Donc est-ce que je suis vraiment... Non, peut-être pas, peut-être que je n'aurais jamais vécu ma vie, mais oui, c'est une manière de voir le monde, voilà, comme ça. Parfait. Mais on va prendre ça comme dernier mot, c'est fantastique. Alors vivez s'il vous plaît, buvez, dormez, profitez de la vie. Et je me suis dit, C'est ça. lisez mon bouquin qui est vraiment bien, qui va vous rendre dépressif au dernier degré et qui ne répondra à aucune question soulevée dans le livre. Ouais. Bon, bah, merci pour ce moment. Ben merci à toi. C'est Thomas ou Simon? C'est quoi? Thomas Simon Sadier. Mais en fait, Thomas Sadier c'est mon nom, Simon c'est mon deuxième prénom. Mais j'ai des homonymes. Ok. J'ai un cousin un cousin un peu éloigné qui s'appelait Thomas Sadier, qui était surfeur et qui est mort à Biarritz pendant une compétition de surf. Ok. Et comme il était du même coin que moi, le journal avait mis un petit truc avec Thomas Sadier est mort
pendant une compétition de surf. Et je travaillais dans une école Ouh, où évidemment ils pensaient que j'étais mort. ouais. Et j'ai un autre cousin qui s'appelle Thomas Sadier, un cousin au 3-4e degré, qui lui fait des soins chamaniques au fin fond des montagnes. Donc de manière à éviter qu'on... Wow. Donc, donc- des surfeurs, des chamans, des bouchers, tout ça, c'est dans la Et là, famille. j'ai une famille très complète. Non, les bouchers, Ok. c'est du côté de ma mère. Ok. Mais non, je viens d'une grande famille, on est très nombreux. Donc, vu qu'il y a plusieurs Sadier, vu qu'il y a plusieurs Thomas Sadier, arrivé à l'immigration au Québec, j'ai mis Simon. Comme ça évite quand on Google de Ouais. tomber sur Thomas Sadier. Hmm. Ou soins chamaniques, nettoyage de l'âme. Donc voilà. J'ai rien contre les soins chamaniques ni le nettoyage de l'âme. Hein. Mais Parfait. Ben, merci beaucoup, Merci à toi pour Thomas ton accueil. Simon Sadier. Merci d'avoir fait le déplacement. Puis d'avoir marché dans la neige et tout. et tout. C'est parfait.